Je vais vous raconter une histoire qui semble invraisemblable. C'est une histoire qui est arrivée à une famille que je connais très bien. C'est la famille des Latulippe. Ben, laissez-moi vous raconter. Le bonhomme Alexis Latulippe, c'était un homme riche, au dire des gens qui le connaissaient. Il avait fait sa fortune dans le commerce du bois. C'était un homme peu instruit, mais dont les capacités commerciales en surprenaient plus d'un. Il avait commencé son commerce avec une petite somme d'argent et avait réussi à se créer un honnête aisance grâce à un travail constant et assidu. Il n'était pas aussi riche qu'on le disait. Cependant, c'était plus que suffisant pour ses goûts modestes. Alexis avait épousé à l'âge de 20 ans une jeune fille de Montréal, Alice Boisvert. La future Madame Latulippe était une gentille personne. Elle n'était qu'âgée que de 18 ans lors de son mariage. Elle avait été très bien élevée et avait réussi une bonne éducation. C'était une femme accomplie. Ajoutez à cela que c'était une beauté assez rare. Et vous comprendrez facilement que le jeune Latulippe s'en est épris et l'épousa. Alice Boisvert, pourtant, avait un défaut. Un grand défaut même. Elle était affreusement légère, de caractère, là. Les ennemis de la plus belle partie du genre humain ont prétendu que la légèreté est un défaut inné chez les femmes. Bon, je serais pas aussi sévère qu'eux, mais je dirais que, oui, malheureusement, la chose se rencontre souvent. Alice Boisvert, fille, comptait fleurette à tous les garçons qu'elle rencontrait. Elle était gaie, rieuse, aimait à badiner. Partout où elle allait, on pouvait être certain que l'amusement ne manquerait point. Un beau jour, sa gaieté disparut comme par enchantement. On se demandait ce qu'elle pouvait avoir, mais personne ne réussissait à découvrir le secret de ce changement subit. Quelque temps après, on apprenait le mariage de la jeune fille avec Alexis Latulippe. Le secret était découvert. Malgré toute sa légèreté, Alice avait compris l'importance de l'acte qu'elle allait faire. Lors de son mariage, la jeune fille recouvra toute sa gaieté. Cependant, devenue femme, elle avait mis un frein à sa légèreté et son mari n'eut jamais à lui faire le moindre reproche. Oh que non! Au moment où commence mon récit, Alexis Latulippe est père de 2 filles, une de 24 ans et l'autre de 21 ans. Comme on le voit, elle commençait à être adulte et il était bien temps que leur père songeât à leur trouver chacun un mari. La plus âgée s'appelait Rose et la plus jeune Artémise. Ces 2 jeunes filles ne se ressemblaient en aucune manière. L'aînée était blonde, la plus jeune était brune. Rose, qui avait la gaieté de sa mère et la folie un peu de sa mère également, avait déjà un fiancé, un dénommé Gabriel Leport. Puis on disait qu'ils allaient probablement se marier à la prochaine Pâques. Tandis qu'Artémise était sage et réservée comme son père, elle n'avait toujours pas de prétendant. Elles s'aimaient toutes deux bien cordialement. Jamais de dispute, jamais de chicane. Disons de suite que les désirs de Rose étaient des ordres pour Artémise, et que cette dernière obéissait aux moindres caprices de son aîné. Les 2 jeunes filles étaient libres de leur action. La mère, qui se rappelait son jeune temps, prétendait que jeunesse doit s'amuser. Ces filles ne passaient un soir sans assister à une soirée quelconque. Madame Latulippe préparait elle-même leur toilette. C'était pas elle qui avait les plus vilains costumes. Oh non, non, non. J'ai oublié de dire, cependant, qu'Alexis Latulippe, séjournait parfois à Montréal pour ses affaires. Il fréquentait la meilleure société. On sait que dans la grande société, les balles sont choses de rigueur, puis qu'il y a de circonstances d'organiser chez soi grandes soirées, si, afin de recevoir les gens de la haute. Pour célébrer le Mardi Gras, Alexis Latulippe envoya un grand nombre d'invitations pour donner un bal en sa demeure. C'était une occasion favorable d'exhiber ses filles à marier. Allait-elle rencontrer dans cette soirée des jeunes gens dignes de les épouser? Pour cet événement, une toilette neuve serait de circonstance. Madame Latulippe s'en occuperait. Rose était dans la jubilation, tandis qu'Artémise se révoltait de se voir exhibée tel qu'un veau dans un marché public. Néanmoins, le jour du grand événement était arrivé. Les invités entrèrent en la demeure en début de soirée, et ils étaient tous accueillis avec un verre, puis conduits à la salle de bal, où ils étaient reçus par leurs hôtes, les Latulippe, et puis le bal pouvait commencer. Rose faisait partie de toutes les valses, de toutes les polkas, de toutes les quadrilles, bref, de toutes les danses. Ce qu'elle préférait surtout, c'était la valse. En fait, elle valsait à ravir. Elle eut même le bonheur de danser avec des grands personnages du pays, si. Cependant, son pauvre Gabriel qui avait les pieds plats, bref, sans aptitude à la danse et un peu timide, se contentait de regarder à la place de se faire aller les jarrets. Il pouvait être 11 heures du soir lorsque tout à coup, au milieu d'un cotillon, on entendit une voiture s'arrêter devant la porte. Un nouvel arrivé entra et demanda au maître de la maison la permission de se divertir un peu. « Tu as trop d'honneur de nous faire, » avait dit Alexis Latulippe. « Dégrayez-vous, puis s'il vous plaît, nous allons faire dételer votre cheval. » L'étranger s'y refusa absolument, sous prétexte qu'il ne restait qu'une demi-heure étant pressé, et l'auteur cependant son superbe capot de chat sauvage et parut habillé tout de noir. Il garda ses gants, chose étrange, et demanda encore plus étrange de garder son chapeau, prétextant un mal de tête. Monsieur prendrait bien un coup d'eau de vie, dit Alexis en lui présentant un verre. D'un coup sec, le coude se leva et le verre se vida. Une grimace infernale avait accompagné cette lampée.
Après quelques instants, le nouveau venu s'était trouvé auprès de Rose et engageait la conversation avec elle, au grand désappointement des autres jeunes filles. Il parlait admirablement bien. Sa voix était douce, mielleuse même. Il se mit à débiter force compliments à la jeune fille qui rougissait de plaisir et d'orgueil. Le jeune homme, continuant toujours, lui fit une déclaration d'amour des plus enthousiastes. Il dit comment, au milieu de toutes les filles présentes, il l'avait remarqué. Mon cœur a battu avec précipitation en vous voyant, hein, si belle et si joyeuse. J'espère, mademoiselle, que vous serez à moi ce soir et que nous danserons toujours ensemble. On comprend si une jeune fille comme Rose devait accepter les avances d'un si beau et galant jeune homme. Le connaissait-elle? Bof, non, mais à quoi bon lui aurait servi de le connaître? L'inconnu n'abandonna pas Rose du reste de la soirée, tandis que le pauvre Gabriel renfrogné dans son coin ne paraissait pas manger son avoine de trop bon appétit, oh que non. Assise sur une chaise au fond de la salle de bal était une vieille, une sainte femme. Elle observait le déroulement de cette soirée avec grande piété, chapelet à la main. Soudainement, elle fit signe à Rose qu'elle voulait lui parler. « Écoute, ma fille, lui dit-elle, il y a quelque chose qui va pas bien, car à chaque fois que je prononce des mots saints, il jette sur moi des regards de fureur. Vois comme il vient de nous regarder, là. Tu vois ses yeux enflammés de colère. » Allons tante, dit Rose, roulez votre chapelet, laissez donc les gens du monde s'amuser. « Que vous a dit cette vieille radoteuse? Demanda l'étranger. Bah, dit Rose, vous savez que les anciennes aiment toujours prêcher les jeunes. La soirée continua. Après avoir dansé une valse endiablée, l'étranger lui présentant un superbe collier en perlier en or. Ôtez votre collier de verre, belle Rose, et acceptez pour l'amour de moi ce collier de vraies perles. Or, à ce collier de verre pendant une petite croix, et la pauvre fille refusait de l'ôter. Le jeune homme persista, insista. Acceptez ce premier gage d'amour, portez-le immédiatement, Rose. Oh, Rose, je vous prie. Après maintes insistances, Rose succomba. Et le jeune homme étranger tira sur le fil du collier, et il l'avait rompu, et lui enfila le majestueux collier de perles et d'or autour du cou. Minuit sonna, et le maître du logis voulut faire cesser la danse, observant qu'il était peu convenable de danser sur le mercredi des cendres. Encore une petite danse, dit l'étranger. Oh oui, mon cher père, dit Rose, et la danse continua. Vous acceptez, belle Rose, dit l'inconnu, d'être à moi toute la veillée. Pourquoi ne seriez-vous pas à moi pour toujours? Sur ce, il lui prit la main, qu'elle retira aussitôt en poussant un petit cri de douleur, comme s'il aurait été piqué. Elle devint pâle, il lui semblait que son collier lui entrait dans la chair. Et elle s'imaginait qu'il était de feu, car il lui brûlait la peau. La danse devenait de plus en plus une danse macabre. Malgré son état de faiblesse, elle dansait avec un entrain démoniaque. Autour d'eux, tout le monde fut sur pied. Personne ne pouvait résister au charme, à l'entraînement de ces accords si fantasques. Tous mirent à danser avec un entrain, une légèreté dont ils se croyaient incapables. On dansait toujours, on dansait de plus en plus vite. Et malgré la frayeur des invités qui auraient voulu se voir à 100 lieues d'ici, personne ne put quitter le tourbillon rapide qui entraînait les couples malgré eux. Il fallut danser et danser encore, sans qu'on pût prévoir comment tout cela finirait. Ouf. Cependant, à quelques lieues, une autre scène se passait au presbytère de la paroisse. Oh, le vieux curé, agenouillé depuis 9 heures du soir, priait pour le pardon des péchés que commettaient ses paroissiens dans cette nuit de désordre qu'apporte habituellement le Mardi Gras. Il avait fini par s'ensevelir d'un profond sommeil. Lorsqu'il se réveilla, tout d'un coup, il s'habilla et courut prestement, en se répétant qu'il y avait quelque chose d'anormal, quelqu'un en danger de mort, ou pire encore, une âme en danger de perdre son salut éternel. Sur ces mots, il attela son cheval promptement. Avec sa course le mena devant la maison des Latulippe où il vit une fumée verte, sortir de la cheminée. Cette fumée formait des formes étranges, indistinctes, qui semblaient danser frénétiquement. Il n'y avait plus de doute. Quelque chose d'effroyable se produisait en cette demeure. Peut-être un sabbat. Il descendit de son cheval. Marchant jusqu'à la porte, il aperçut une chose étrange. Le sol étant couvert de neige, à l'exception du lieu où se trouvait un cheval noir. Le cheval noir de l'étranger. Sous ses pieds, plus de neige. La neige avait toute fondu. Le saint homme, rempli de stupeur, se dirigea vers l'intérieur de la demeure. Une fois qu'il eut vu l'étranger, il vociféra. « Toi, Belzébuth, Satan, Lucifer, quitte ces lieux. Que fais-tu ici, toi, malheureux, parmi ces enfants de Dieu? » Sur ces mots, les yeux du jeune inconnu semblaient s'enflammer. Ayant Rose dans ses griffes, il répliqua. « Je ne reconnais point pour enfant de Dieu, en roulant ses yeux ensanglantés, ceux qui, par mépris de votre croyance, passent à danser, à boire et à se divertir des jours consacrés à la pénitence par vos préceptes maudits. » La réelle identité de l'étranger venait d'être dévoilée. Il s'agissait de Lucifer. Lucifer en personne, la terreur s'installa parmi les invités. Ils quittèrent tous en courant et en désordre à l'extérieur. Soudainement, le brave curé tira le goupillon de sa flasque d'eau bénite pour ensuite en asperger le malin. Une odeur de soufre commença à envahir la demeure.
qui prit feu ensuite. De l'extérieur, les La Tulipe et leurs invités pouvaient voir la maison s'embraser, voir la toiture s'écrouler. Tous sanglotaient en pensant au sort de Rose. Et du curé qui leur avait toujours paru si timide et si faible. Et maintenant, si fort et si courageux, face à face avec le malin. Au lendemain matin, un spectacle désolant s'offrit aux gens. L'incendie avait cessé. Plus rien que des décombres fumantes subsistaient. On avait retrouvé Rose étendue morte sur le plancher, les yeux presque sortis de ses orbites, les cheveux droits sur sa tête. La figure, les mains, le corps tout entier étaient complètement noirs, comme s'il eût été carbonisé. Ah, le curé avait subi le même sort, le pauvre homme, brûlé vif. Une odeur de chair grillée avait rempli les décombres de la maison des La Tulipe. Il n'y avait plus aucun doute. Le jeune homme qui avait fait sa cour à Rose était Satan, le roi des enfers en personne. La jeune fille s'était donnée à lui. Il avait emporté son âme et avait laissé son corps dans un état pitoyable. Devant cette scène, Alexis La Tulipe fut frappé d'apoplexie et mourut quelques jours plus tard. La pauvre mère atteinte d'aliénation mentale est depuis envahie de visions de sa fille dansant avec le diable. Quant à Artémise, elle prend soin de sa mère et dispose à entrer dans un monastère dès que le bon Dieu aura mis fin aux souffrances de sa chère mère. Tandis que pour moi, oui, moi, Gabriel, qu'on m'appelle Gabriel Leport, en ce jour, en une danse, j'ai perdu ma Rose.